Il y a plus de 360 festivals de films en France, donc on a du mal, je crois, même dans une vie entière de critiques de cinéma, à les visiter tous, mais il faudrait, parce que c'est des moments très très importants pour la cinéphilie, et moi je suis toujours ravi en tout cas d'en découvrir un nouveau, et c'est le cas ce soir pour Ania. Ils ont certes un dresseur, mais ils n'ont pas d'agent à Los Angeles. Je crois que vous avez eu un lien très intime avec le chef de meute. Avec le chef de meute, le loup. Bah oui, c'était un embarras. Oui, c'est vraiment complètement incroyable. C'est un animal qu'on ne pouvait pas approcher, que nul ne pouvait approcher. Sauf que lui, il venait tous les jours, tous les matins, il fallait faire la séance d'embrassade. Alors, au départ, j'étais un petit peu étonné. Au départ, il était très respectueux. Il s'allongeait devant moi et il voulait que je lui caresse le ventre. Bon, très bien, je faisais ça à la demande de son dresseur. Au bout d'un an, dès que j'arrivais sur le plateau, il quittait la meute. Il venait attendre derrière la barrière qui limitait leur zone de travail. Et il fallait que moi, je rentre de l'autre côté pour me faire l'échouiller. Alors, il mettait ses pattes avant sur mes épaules. Et au début, bon, c'était des léchouilles sur la joue. Et puis, l'intimité aidant, au bout de quelques semaines, il a réinventé le French kiss. Alors là, c'est quand même un peu plus embarrassant parce que se faire embrasser par un loup qui d'abord vous mordille l'oreille, ensuite la joue, ensuite qui vous pousse avec sa langue et qui veut absolument aller au fond de votre gorge, c'est quand même un peu particulier. Alors mon dresseur m'avait dit non, t'inquiète pas, il fait comme sa maman lui avait fait. Ça, c'est un signe de grande amitié. Il veut te nourrir de lui-même. Donc après la journée de travail, c'est-à-dire en fin d'après-midi, nous restions une demi-heure chacun dans notre chambre et nous devions chaque jour, ou presque, inventer une histoire qu'ensuite nous nous racontions au bar. Une histoire qui n'avait pas de rapport avec le scénario du tout, autre chose. Et il y a comme ça des centaines d'histoires qui ont traversé les bars et que simplement sont racontées pour entretenir ça. Alors l'autre disait oui c'est bien, l'autre comme ça. Je vois avec Bulbel qui arrivait avant moi au bar. Quand il faisait ça, ça voulait dire que mon idée n'est pas bonne, etc. Au contraire, quand il me faisait, venez, j'en ai une bonne à vous raconter. Et d'ailleurs, certaines de ces idées pouvaient ensuite être reprises dans le scénario. Mais ça, c'est pour l'entretien, c'est vraiment comme un athlète qui s'entraîne. C'est très dur, très très dur comme moyen de vie. Après, il y a une chose qui est très belle dans le cinéma documentaire et qui est malheureusement plus
difficile à obtenir en fiction, c'est le fait d'improviser et de chercher sans trop savoir quel est le film qu'on est en train de faire et de le fabriquer au fur et à mesure. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, le cinéma documentaire ressemble plus à la peinture et les peintres n'écrivent pas toujours des projets tout ficelés de leur tableau, même s'ils l'ont en tête, ils le fabriquent au fur et à mesure. Et cette liberté du cinéma documentaire, elle n'est pas inféodée simplement à des sujets journalistiques ou des sujets sérieux. On peut faire, et c'est un peu ce que je fais, des films documentaires sur les sujets dont d'autres font des films de fiction.